Bonsoir. Ce soir, nous avons notre sixième conférence que nous co-organisons avec La Paix Maintenant. Bienvenue à tous, d'abord nos invités que je vais présenter tout à l'heure, ainsi qu'à tous les participants. Plus de 200 personnes se sont inscrites à cette conférence. Cette réunion est enregistrée. Vous pourrez donc la voir ou la revoir sur notre site, ainsi que sur le site JCOL TV. Vous pourrez également y retrouver les précédentes conférences que nous avons organisées depuis déjà quelques mois, celle-ci étant la sixième. Comme vous le savez, Israël est de nouveau en campagne électorale pour la quatrième fois en 2 ans. Le 23 mars, les Israéliens voteront pour la 24e Knesset, si je ne me trompe pas. Nous n'allons pas ce soir faire un débat comme nous l'avons déjà fait et nous serons probablement amenés à le faire ultérieurement sur les positions des uns et des autres, droite et gauche. Nous avons voulu consacrer cette soirée à une question qui, je pense, intéresse beaucoup de monde et à la fois dans la diaspora, au sein de notre public ainsi qu'en Israël, c'est de comprendre un peu comment votent les Israéliens, ce qui les motive essentiellement. J'ai fait un petit exercice, j'ai été voir sur le site de la Knesset pour voir la répartition des partis politiques dans la première Knesset en 1949. Il est intéressant de noter à cette époque-là, bon, le pays était petit, il y avait à peu près 600 000 habitants, comme vous le savez, que si l'on comptait les députés du MAPAI, c'est-à-dire le parti travailliste, l'ancêtre du parti travailliste, et le MAPAM, l'ancêtre du Meretz, on avait déjà une majorité entre ces deux partis. Il y avait une vingtaine de députés religieux, une vingtaine, non, même pas une douzaine, je crois, de députés religieux, une vingtaine de partis, parce que c'est difficile de faire des liaisons avec les partis actuels de députés qu'on pouvait rattacher à la droite, le Kherout de l'époque. Et par contre, c'est un point de départ et on voit aujourd'hui, à part, disons, les élections de 92 qui ont porté Rabin au pouvoir, pratiquement ces dernières années, depuis une douzaine d'années, une majorité d'Israéliens juifs votent pour des partis de droite, sionistes évidemment, ou des partis haridim, des orthodoxes. Alors, on a voulu donc réfléchir à ce processus, comprendre ce qui pousse la majorité de la population aujourd'hui en Israël à voter pour des listes de droite. Alors, il y a plusieurs grilles d'analyse. Je ne vais pas maintenant les développer. On le fera et nos invités le feront plus abondamment que moi. L'invité que je vais vous présenter est d'abord honneur aux dames, Lali Doré, membre du Likoud. Lali habite dans une colonie dans les territoires en Judée, en Samarie. Elle est conseillère régionale de Maté Benyamin et à ce titre-là aussi très présente sur les médias et on la voit souvent sur I24 News. Dror Even Sapir, que vous connaissez aussi si vous suivez donc I24 News, qui est analyste politique et géopoliticien. Michael Blum, journaliste au bureau de l'AFP à Jérusalem et qui habite lui-même dans le Gush Etzion, qui se trouve, comme vous le savez, en Judée. Pour ceux qui s'en souviennent, qui a fait un des voyages, ou les voyages que nous avons organisés, soit à La Paix Maintenant, soit à JCOL, Michael nous a toujours aidé à avoir des rencontres dans les territoires que nous avons voulu rencontrer et grâce à lui, nous avons pu le faire, des habitants, des implantations. Et enfin, Denis Charbit, que on ne présente plus à notre éditeur, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, auteur de nombreux ouvrages sur Israël et le sionisme. Je rappelle les 2 derniers ouvrages parus en français. Retour sur Alt-Neuland, la traversée des utopies sionistes, paru Audition de l'Éclat, et puis sa réédition de son excellent ouvrage Israël et ses paradoxes au Cavalier Bleu. Voilà, donc je vais leur passer la parole les uns après les autres. Nos invités parleront chacun une 10 à 12 minutes, enfin en fonction de ce qu'ils veulent, puis ils pourront dialoguer entre eux. Puis vous pourrez leur poser des questions uniquement en utilisant la fonction chat qui est sur le site. Je leur transmettrai les questions et ils y répondront. Donc, comme convenu, Dror, c'est à toi de commencer, de nous éclairer. Merci David et merci d'être venu virtuellement pour assister à cette conférence. Je connais certains d'entre vous, hein, j'ai un petit peu fait passer la liste des personnes présentes, donc je ne vais pas toutes les saluer, mais j'en connais et je suis très heureux de les voir. Alors, Israël et la droitisation de la société israélienne. Déjà, première remarque préliminaire, quand on parle de droitisation, on parle d'un phénomène qui, à mon sens en tout cas, concerne l'ensemble des démocraties occidentales en tout cas. Alors c'est un petit peu paradoxal de dire ça le jour où Joe Biden est intronisé président après 4 ans de Donald Trump et de
point de vue-là, les États-Unis sont peut-être un cas un petit peu à part, mais à peu près partout dans le monde, surtout en Europe, on a constaté ces dernières années la montée de la droite sous diverses formes. Donc Israël ne peut pas échapper, bien évidemment, à ce genre de tendance globale. Ça, c'est une remarque préliminaire, mais dans mon intervention, en tout cas, je vais me concentrer sur des causes ou des éléments d'explication qui peuvent être spécifiques à la société israélienne. Et la première des choses qui est très spécifique à la société israélienne, et ça va surprendre absolument aucun d'entre vous, c'est que les notions de droite et de gauche, eh bien, en Israël, elles n'ont pas tout à fait le même sens, voire même parfois pas du tout le même sens que celles qui sont communément admises à l'étranger. Juste, je cite toujours ces deux exemples parce qu'ils me semblent particulièrement parlants. Deux personnalités israéliennes que la plupart d'entre vous ne connaissent pas probablement, mais tout de même, un journaliste très important du Haaretz, spécialiste économique, qui s'appelle Nehemiah Strasser. Nehemiah Strasser, c'est un homme qui, partout ailleurs, en Europe en tout cas, aurait été classé très à droite. Pourquoi? Parce que c'est véritablement un ultra-libéral en matière économique. Mais en Israël, il est pour des compromis avec les Palestiniens, il est pour un État palestinien, il est opposé à Benjamin Netanyahou, il est laïque, etc. Donc il est à gauche. En tout cas, on le classe à gauche. Alors que n'importe où ailleurs, il aurait été classé à droite. Autre contre-exemple, si vous voulez, ça c'est une personnalité qu'on a un petit peu oubliée, mais qui est intéressante à mon avis de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, un certain Zvulon Orlev. Alors, je sais que Michael Bloom, par exemple, l'a bien connu, c'est l'ancien président du Mafdal, le parti sioniste religieux, avant que Naftali Bennett ne prenne les rênes du courant sioniste religieux en Israël. Eh bien, un certain Zvulon Orlev, qui était beaucoup moins charismatique, beaucoup moins central dans la vie politique que n'est aujourd'hui Bennett, dirigeait le Mafdal. Zvulon Orlev se déclarait, s'identifiait comme socialiste. Mais sur la question des territoires, eh bien, c'était un faucon. Il était bien évidemment pour que les implantations restent en place contre un État palestinien, pour probablement des annexions de territoires, mais il était classé à droite. Alors que partout ailleurs, du point de vue de ses conception économique et sociale, on l'aurait classé à gauche. Alors, un peu particulier, parce que c'est un homme qui est religieux, donc un démocrate chrétien de gauche, il aurait peut-être été en Europe. Donc, ces deux exemples, à mon avis, sont particulièrement parlants. Il faut les avoir en tête lorsqu'on parle de droite et de gauche. Donc, si le clivage, il ne passe pas sur des questions qui sont traditionnellement admises comme étant celles qui définissent la droite et la gauche en général, en Europe, en France, là où tout a commencé, où les notions de droite et de gauche ont été définies une première fois, où ce clivage passe-t-il? Et ça, c'est véritablement la question la plus délicate. Est-ce que cela passe autour des questions qui sont liées à la tradition, à l'identité, au rapport à l'autorité, au rapport aux institutions étatiques? On va y revenir plus loin, mais à mon avis, il y a déjà plusieurs pistes. Alors, c'est d'autant plus troublant, cette droitisation de la société israélienne, qui est incontestable. Hein. David a rappelé les rapports de force à la Knesset. Dans les sondages actuels, les derniers sondages, on constate que la droite est ultra majoritaire, même si le clivage de ces élections se fait beaucoup plus autour de la question du maintien ou non au pouvoir de Benjamin Netanyahou qu'autour de la droite et de la gauche. Mais le fait même que des électeurs considérés comme centristes ou de centre-gauche, pour se débarrasser de Benjamin Netanyahou, eh bien, disent aux instituts de sondage qu'ils sont prêts à voter pour un parti comme celui de Gideon Sa'ar, qui, de tout point de vue, est idéologiquement très à droite, peut-être même encore plus à droite que Benjamin Netanyahou, ça aussi, c'est parleur. Ça aussi, c'est significatif c'est parlant, pardon. C'est significatif de ce que l'on peut appeler la droitisation de la société israélienne et dans tous les sondages. Et là, je ne parle pas des sondages pour les élections. Il y a des sondages régulièrement réalisés par l'Institut israélien pour la démocratie où on demande aux Israéliens de se classer à droite, à gauche, au centre. La droite, parmi les électeurs juifs israéliens, est ultra majoritaire, autour de 60%, avec peut-être un peu plus de 10%, peut-être parfois même un peu moins, d'Israéliens qui se classent comme étant à gauche et le reste se classe comme étant centriste. Donc, manifestement, il y a effectivement une droitisation, même si on a du mal à savoir, encore une fois, comment définir les contours de cette droitisation. Qu'est-ce qui fait que les Israéliens se définissent tellement à droite si, d'après d'autres sondages, sur les questions des territoires, le clivage traditionnel entre la droite et la gauche en Israël, qui est plus vraiment opérant parce qu'on parle quasiment plus des territoires.
désolé de vous le dire, puisque je sais que vous êtes engagé pour une solution pacifique, 2 États, etc. Mais c'est un sujet qui n'est quasiment plus débattu, en tout cas plus dans les campagnes électorales. Alors bien évidemment, la question des territoires, la question d'un éventuel État palestinien, la question des implantations, pour, je dirais, la gauche la plus engagée, ça reste une question tout à fait importante. Pour la droite la plus idéologique, ça reste une question cruciale. Mais pour une vaste majorité d'Israéliens qui se préoccupent bien davantage de questions quotidiennes, de questions qui sont liées à la survie économique, aux difficultés pour acquérir un logement, et là, bien évidemment, ces derniers temps, au coronavirus et à ses conséquences économiques, eh bien, cette question des territoires, elle n'est plus opérante. Mais lorsque tout de même, on demande aux Israéliens de se classer par rapport à ce genre de questions et de définir quelles seront les solutions les plus acceptables de leur point de vue, leurs réponses sont en général, je dirais pas de gauche, mais allez, centriste, pragmatique. Et lorsque l'on demande aux Israéliens de se positionner sur les questions économiques et sociales, là, les Israéliens sont à gauche. Ils sont manifestement en faveur de l'État-providence et de solutions qu'on pourrait qualifier de social-démocrates. Mais ils votent majoritairement, massivement même, pour les partis de droite. Et ils se déclarent majoritairement, ils s'identifient majoritairement comme appartenant à la droite, comme se revendiquant de droite. Et au-delà de ça, autre signe de cette droitisation, on constate dans le débat public que la droite est beaucoup plus présente qu'auparavant. C'est d'ailleurs ce qui est reproché à la gauche et aux médias par beaucoup de gens de droite, c'est que les médias étaient et sont encore traditionnellement la chasse gardée d'une vieille élite de gauche avec des journalistes qui pensent tous de la même manière, etc. C'est plus du tout le cas. Ça a peut-être été le cas il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas allumer une radio, et je ne parle pas des radios religieuses ou des radios censées exprimer la voix de certains courants de droite, mais des radios aussi centrales que ça s'appelle plus Kol Israël, Cannes, la radio publique, ou donc Reshet Bet, ou la radio de l'armée. Eh bien, vous ne pouvez pas allumer ces radios sans entendre des journalistes qui ouvertement se classent à droite. Ils ne sont pas encore majoritaires, mais ils sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant, et c'est la même chose dans les chaînes de télé. Alors, comment on explique cette incontestable, même si elle est tout à fait ambiguë, encore une fois, si l'on se réfère aux positions des uns et des autres sur les questions centrales, ou plus vraiment centrales, que sont le sort des territoires conquis en 67 et la question économique et sociale. Donc, comment on peut expliquer cette droitisation? Il y a plusieurs strates d'explication possibles. Il y en a une qui revient tout le temps, ou peut-être presque tout le temps, et qui est évidente, c'est que la seconde intifada a laissé des traces et des cicatrices très profondes dans la société israélienne. La seconde intifada, c'était, vous vous en souvenez, au début des années 2000, une vague d'attentats terroristes sans précédent, avec des civils en première ligne. Et les civils ont payé le prix fort. Le nombre de morts, le nombre de blessés, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il était absolument considérable. Et depuis, les Israéliens, en majorité, ne veulent plus entendre parler de solutions négociées. Encore une fois, ils restent assez pragmatiques, mais l'idée d'une négociation avec les Palestiniens, etc., c'est plus opérant. D'autre part, le fait que, manifestement, ces dernières années, cette année un peu particulière du fait du Covid-19, mais ces dernières années, sur le plan sécuritaire, les Israéliens vivent, quoi qu'on en pense, en période de paix. Alors, certains à gauche pourraient dire c'est une fausse paix parce qu'on occupe un autre peuple et que c'est pas tenable sur le long terme. Mais les Israéliens, le monsieur tout le monde ou la madame tout le monde en Israël considère qu'il vit en paix. Donc, il n'a pas forcément à se préoccuper de solutions qui seront celles préconisées par la gauche, et ça le rend un petit peu plus conservateur parce que la situation actuelle, eh bien, il faut la conserver précisément. Elle n'est pas si mauvaise d'un point de vue sécuritaire. Et ce traumatisme de la seconde intifada, il est présent dans la conscience ou dans parfois l'inconscient de très nombreux Israéliens. Il y a aussi autre chose, ça c'est moins connu. En 2011, vous vous en souvenez, il y a eu cette fameuse révolte des tentes, la Amecha Chevratit en hébreu, la contestation sociale.
l'un des mouvements de contestation et de manifestation les plus importants numériquement, si ce n'est le plus important de l'histoire du pays. Eh bien, quelques années après, ont poussé comme des champignons dans la société israélienne des instituts de recherche, des centres de réflexion, des revues d'un haut niveau académique, toutes classées à droite et toutes financées par des juifs américains appartenant plus ou moins au Parti républicain. Alors, je ne vais pas faire la liste, ce serait fastidieux, mais le débat public a été très marqué par le fait qu'un certain nombre de grands donateurs américains ont considéré qu'Israël allait peut-être virer à gauche économiquement et socialement. Ça ne leur a pas plu et ils ont investi massivement dans la droitisation du débat public en investissant, peut-être qu'ils avaient lu Antonio Gramsci, en investissant donc dans des revues spécialisées, dans des revues académiques. Il y a aussi la version grand public de cette tendance-là. C'est bien évidemment Sheldon Adelson qui vient de mourir, le milliardaire américain, grand donateur du Parti républicain et grand donateur de Benjamin Netanyahu, qui lui a consacré un journal, à savoir Israël Hayom, qui est aujourd'hui le journal quotidien gratuit le plus diffusé en Israël. Ça aussi, ça a peut-être participé à cette droitisation. Mais tout ça, est-ce que c'est une cause de la droitisation de la société israélienne ou des esprits en Israël, ou est-ce que c'est une conséquence? Parce qu'il y a d'autres strates d'explication qui sont peut-être un petit peu plus profonds. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler de démographie, de sociologie électorale. Vous avez au cours de ces dernières années plusieurs groupes qui étaient beaucoup moins centraux dans tous les sens du terme auparavant et qui sont en train de le devenir dans la société israélienne. Les différentes tendances religieuses, qu'elles soient ultra-orthodoxes ou sionistes religieuses, les russophones, les Israéliens originaires du monde arabo-musulman et leurs descendants. Ce qui est commun à tous ces groupes, qui sont par ailleurs très divers et qui peuvent parfois être opposés les uns aux autres sur bien des questions, ce qui est commun à tous ces groupes, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans le vieil establishment israélien qui était identifié, qu'on le veuille ou non, à la gauche et à ses valeurs. Et ces groupes se considèrent comme étant porteurs d'autres valeurs, de valeurs alternatives qui peuvent, à leurs yeux en tout cas, et qui doivent devenir de plus en plus centrales dans la population israélienne, dans la société israélienne, dans la politique israélienne, et elles le deviennent de plus en plus centrale. Cette thématique est bien évidemment exploitée par le Likoud, par Benjamin Netanyahu, avec beaucoup d'intelligence politique. Cette thématique de l'arrivée de nouvelles élites contre les vieilles élites plus ou moins assimilées au Parti travailliste, à la gauche, à la laïcité. Alors, les russophones, c'est un peu à part parce qu'eux sont très laïcs, mais tout de même, cette méfiance vis-à-vis de ces vieilles élites universitaires, judiciaires, journalistiques, médiatiques, tout cela, c'est une thématique qui fonctionne et qui est dans l'esprit de très nombreux Israéliens et qui est exploitée, encore une fois, avec beaucoup d'intelligence politique par Benjamin Netanyahou et par la droite, par le Likoud. Au-delà de cette question sociologique, démographique, parce qu'encore une fois, c'est très frappant, dans l'Israël de 2020, comme dans l'Israël d'il y a 30, 40, 50 ans, si vous êtes un Israélien originaire du monde arabo-musulman, à 70%, vous votez à droite ou pour les partis religieux. Si vous êtes un Israélien originaire du monde occidental ou des États-Unis, à 70-80%, en général, d'après les statistiques, vous votez à gauche. Cette répartition très, très, très rigide, cette sociologie électorale très, très solide, eh bien, elle bouge un petit peu, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de mariages mixtes, entre guillemets, parce que la société israélienne peut aussi être dans certaines strates, en tout cas dynamique, mais ça reste tout de même assez figé lorsque l'on voit les pourcentages pour tel ou tel parti dans telle ou telle ville. C'est presque un cliché de le dire ou de le redire, mais c'est une réalité incontestable. À Tel Aviv, à Ra'anana, à Kfar Saba, eh bien, donc dans les grandes villes ou villes moyennes du centre du pays, bourgeoises ou de la classe moyenne supérieure, eh bien, on vote à gauche. Et plus vous vous éloignez du centre du pays, plus vous votez à droite. Plus vous descendez dans l'échelle sociale, économique et sociale, plus vous votez à droite. Et
exception faite, bien évidemment, des Arabes israéliens. Ça, c'est encore une autre question. Donc, cette réalité-là, elle est solide, elle évolue assez peu, et la gauche a toutes les peines du monde à sortir de son précaré sociologique, culturel, etc. C'est à mon avis, une des raisons de l'échec du mouvement de protestation contre Benjamin Netanyahu de ces derniers mois. On peut s'interroger sur les raisons qui font que cette sociologie électorale reste aussi figée. Il y a deux intellectuels israéliens qui ont donné des réponses qui sont, à mon avis, intéressantes. Je vais les citer. Le professeur Danny Goodwine de l'université de Haïfa, qui a parlé du mixour en hébreu, la sectorialisation. Danny Goodwine, il est lui-même idéologiquement très marqué, hein, c'est un marxiste, mais son idée, elle est intéressante. Il considère que voilà, la droite, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir à la fin des années 70 ou au début des années 80, elle s'est évertuée idéologiquement à réduire comme une peau de chagrin l'État-providence. Le problème, c'est que l'électorat de la droite, il est populaire, donc il ne fallait pas lâcher cet électorat. Et d'après Goodwine, ce que la droite a trouvé comme solution pour fidéliser cet électorat ou ces électorats dont je viens de parler, c'est la sectorialisation. En gros, l'État-providence cesse d'être universel. Par contre, on finance les yeshivot, les ultra-orthodoxes, parce que ce sont des partenaires importants dans les coalitions. On finance généreusement, bien évidemment, les implantations, et pas uniquement pour les sionistes religieux, mais aussi pour une classe moyenne inférieure, des villes du centre du pays qui peut trouver à se loger à bien meilleur marché dans les territoires que dans le centre d'Israël. On finance plusieurs secteurs, plusieurs communautés, et c'est de cette manière que l'on compense les effets du démantèlement progressif de l'État-providence. Ça, c'est la thèse de Danny Goodwine. Il y a une autre thèse, c'est celle du professeur Nissim Mizrahi. Le professeur Nissim Mizrahi de l'Université de Tel Aviv, qui considère que si les Israéliens originaires du monde arabo-musulman, dont lui-même est issu, d'ailleurs, il est issu d'une famille orientale, il s'appelle Mizrahi, si les Israéliens originaires du monde arabo-musulman sont d'une fidélité aussi solide à la droite israélienne, au Likoud, en l'occurrence à leur chef, également à Benjamin Netanyahu, c'est parce que, contrairement à ce que disent certains leaders ou certaines personnalités de gauche, ils ne votent pas contre leur intérêt. Leur intérêt à ces électeurs-là, eh bien, c'est de soutenir des partis qui maintiennent ou qui considèrent que le maintien de l'État d'Israël comme État juif, comme État du peuple juif, est une valeur essentielle. Cette question identitaire, elle reste tout à fait centrale dans le système de valeurs de cette partie d'électorat-là qui est bien évidemment centrale. Et à tort ou à raison, la gauche israélienne est considérée comme étant celle qui est le courant qui représente une évolution vers l'universalisme, vers l'effacement des frontières, vers la déconsidération des symboles de l'État, l'éloignement du patriotisme, etc., etc. Encore une fois, à tort et à raison. Hein, je ne suis pas là en train de porter des jugements de valeur contre la gauche, bien évidemment, mais c'est la manière dont beaucoup d'Israéliens originaires du monde arabe-musulman, d'après le professeur Nissim Mizrahi, considèrent les familles politiques en Israël. Ils veulent soutenir, ils se reconnaissent dans la droite, ils veulent soutenir la droite parce qu'ils considèrent que la droite est le garant du maintien de l'État d'Israël comme État juif ou comme État du peuple juif, alors que les Israéliens de gauche sont considérés comme étant plus israéliens que juifs, plus universels que traditionnalistes ou que nationaliste, hein, pour aller vite. C'est en tout cas la thèse de Nissim Mizrahi. Ces deux thèses sont pas contradictoires, elles peuvent tout à fait être complémentaires. J'aimerais aussi terminer peut-être sur une petite anecdote qui, à mon avis, est tout à fait parlante et qui pourrait d'ailleurs renforcer la théorie de Nissim Mizrahi. Tout à l'heure, on parlait de Naftali Bennett. Pour ceux qui ne savent pas, Naftali Bennett, c'est l'un des leaders de la droite israélienne, sioniste religieux. Naftali Bennett, lorsqu'il était ministre de l'Éducation il y a quelques années, eh bien, il raconte qu'il était allé à la rencontre
de ses anciens collègues. Vous savez que Bennett, c'est quelqu'un qui a fait une véritable fortune dans le domaine de la high-tech. Il raconte il y a quelques années qu'il était allé à la rencontre de ses anciens collègues avec qui il avait fait fortune dans le domaine de la high-tech, et que ses anciens collègues, qui étaient tous des jeunes issus de l'élite israélienne, des anciens du Mossad, des anciens d'unités d'élite de l'armée, eh bien, ont exprimé leur crainte vis-à-vis de Naftali Bennett. Attention, nous, en tant qu'Israéliens de gauche, on a peur que toi et tes copains au gouvernement à droite, vous allez nous voler l'État avec vos valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et Bennett, en tant que ministre de l'Éducation, dit, en tout cas c'était sa profession de foi sur Facebook, je vais prendre en considération la crainte des Israéliens de gauche, comme je vais prendre en considération la crainte des religieux par rapport aux laïcs, des laïcs par rapport aux religieux, etc. Et il publie une photo où on le voit avec, il y a une vingtaine d'années avec ses collègues. Sur cette photo, 5 ou 6 jeunes Israéliens, tous talentueux, intelligents, promis à un brillant avenir. 6 Israéliens, 5 de gauche, ceux qui avaient exprimé leur crainte, 1 de droite, Naftali Bennett, lequel, combien ont choisi la voie publique, la voie de la politique. Mais un seul, Naftali Bennett, celui de droite, justement. Les autres, non, ils ne sont pas dans la vie publique. Ils sont en train de continuer de faire fortune dans la high-tech. Pourquoi c'est intéressant? Effectivement, la droite israélienne se considère comme étant l'héritier du sionisme et comme étant le courant politique qui prend en considération, qui prend en ligne de compte, qui se considère comme étant responsable pour le collectif, pour la nation, pour la patrie, pour le pays. Alors que souvent, les jeunes générations à gauche eh bien, sont dans une optique beaucoup plus universaliste. On retrouve beaucoup de jeunes très talentueux, hein, et je ne porte pas de jugement de valeur, qui ouvrent des galeries d'art à Berlin ou qui font fortune dans la high-tech dans la Silicon Valley en Californie. Des jeunes Israéliens, encore une fois, aucun jugement de valeur. Chacun fait ce qu'il veut. Mais cette prise en compte ou cette manière d'endosser la responsabilité du collectif, de la partie, de vouloir s'impliquer collectivement dans la politique, de vouloir peser, influencer sur l'avenir du pays, eh bien ça, on retrouve beaucoup plus à droite qu'à gauche. Et c'est l'une des raisons, à mon avis, du succès de la droite actuelle et de la droitisation de la société israélienne. Merci Dror. C'était un peu plus long que prévu, mais je crois que tu as donné beaucoup d'éléments au débat. Et Lali, je vais tout de suite te passer la parole. Merci beaucoup. Non, pour le moment, ça va. Voilà, les infrastructures dans les colonies ou dans les implantations, c'est pas exactement ce qui se passe au centre de Tel Aviv. Donc, on a eu des coupures d'électricité intermittentes, mais tout va bien pour le moment. Alors, d'abord, Dror, c'était passionnant et bon, tu m'as piqué la moitié de mes arguments, mais je crois que bon, on va commencer avec une anecdote qui va pas plaire à tout le monde, mais qui, à mon avis, peut nous permettre un peu de voir cette question de la droitisation de la société israélienne par le biais de plusieurs explications qui rejoignent beaucoup ce que Dror a dit, bien entendu. En 1996, Netanyahou est en campagne électorale, il va voir le Rav Kadouri, c'est le kabbaliste très âgé, donc pendant sa campagne électorale, et il lui chuchote à l'oreille des mots qui vont être ensuite repris par la presse parce qu'il a vu un micro qui était là malencontreusement ou pas, et il dit au Rav Kadouri, la gauche, ils ont oublié ce que c'était que d'être juif. Et cette phrase-là qui avait énormément choqué et avec laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord, moi à mon avis, ce n'était pas la meilleure phrase dite par Netanyahou, on peut la voir de deux manières. Soit la gauche a oublié que la valeur suprême, c'est la sécurité et la pérennité du peuple juif. Pas oublier que Netanyahou est le fils d'un historien qui voit à peu près tout sous le biais de l'histoire du peuple juif. La deuxième explication qu'on peut voir, c'est qu'ils ont oublié leur identité juive. Et je pense que pour une majeure partie des Israéliens aujourd'hui, dans l'échelle des définitions identitaires, la majeure partie des Israéliens ils se considèrent d'abord juifs et seulement après israéliens. Et or, les partis de la gauche israélienne et des partis comme Yesh Atid, par exemple, ils interfèrent cet ordre. Et ils se considèrent d'abord israéliens et ensuite juifs, et ils ajoutent à ça l'aspect cosmopolite, citoyen du monde, en enlevant un peu tout l'aspect patriotique qui parle énormément à une grande partie des Israéliens. Et les Israéliens ne s'identifient pas forcément avec ce langage. Ça veut dire que s'ils sont d'accord, par exemple,
avec certaines idées progressistes. Un exemple comme tant d'autres, le ministre aujourd'hui de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, est un homosexuel engagé, il est marié, il a des enfants, il est extrêmement populaire parmi les électeurs du Likoud. Certains le décrivent déjà comme le successeur de Benjamin Netanyahou. Ça semble complètement antinomique le fait qu'un parti aussi traditionnaliste que le Likoud soutiennent tellement quelqu'un qui, a priori, prône des valeurs qui ne sont pas traditionnelles, puisqu'il est, encore une fois, homosexuel engagé. Mais cette prise de position en faveur d'Amir Ohana, elle vient parce que Amir Ohana se considère, bien entendu, ne cache pas son identité sexuelle, mais parce que ce n'est pas sa première définition identitaire. Sa première définition identitaire, c'est d'être un juif israélien. Il se considère aussi comme Mizrahi, comme séfarade. Et cet aspect de son identité, l'aspect donc de ses choix sexuels ne vient pas faire de l'ombre à ses autres choix. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'en fait, ces Israéliens ne s'identifient pas avec ce langage qui est prôné par la gauche israélienne, un langage laïque, un langage cosmopolite, un langage qui met l'identité juive un peu en deçà des autres identités. Ça charme peut-être en Europe, ça charme dans certaines parties aux États-Unis, mais ça ne charme pas, il faut le constater, ici en Israël. Donc, patriotisme, fierté juive, identité juive, c'est des mots qui font encore vibrer la majorité des Israéliens et qui semblent, encore une fois, je le dis, semblent avec des guillemets, avoir été oubliés par la gauche. Je sais bien que ce n'est pas le cas. Je connais suffisamment de personnes de gauche qui sont patriotes, qui sont fiers d'être juifs et qui sont fiers de leur identité juive. Mais on va dire qu'au niveau communication de ces valeurs-là, ça ne convainc pas. La gauche ne convainc pas. La deuxième chose, je ne vais pas revenir là-dessus, même si ça va vous faire, c'est peut-être pas pour ne pas remuer un peu le couteau dans la plaie, mais la mort du narratif en fait des deux États pour deux peuples, le fait que Dror l'a rappelé, que ce soit la seconde intifada, que ce soit le retrait du Gush Katif avec les terribles conséquences qu'il a eues, que ce soit le retrait du Sud-Liban même, avec le danger du Hezbollah qui est toujours là, cette espèce de narratif qui semblait avoir été imposé pendant des années, selon lequel il n'y a qu'une solution, c'est la solution de deux États pour deux peuples, eh bien les Israéliens aujourd'hui n'y croient plus à cette solution, en tout cas dans leur majorité, et essayent de voir des solutions alternatives pour faire la fameuse annexation, le fameux plan du siècle de Trump. La troisième chose, c'est la mort des idéologies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne parle que des pro-Bibi et des anti-Bibi. On ne voit pas de programme. On n'entend pas la gauche avoir un programme clair, un programme politique. On ne sait pas les valeurs social-démocrates, elles semblent avoir été oubliées, personne n'en parle, même le Parti travailliste n'en parle plus. Et alors que Netanyahou, il a au moins des résultats à montrer, puisque ça fait presque 20 ans avec quelques arrêts qu'il est au pouvoir, à défaut de programme, d'accord, il n'a pas non plus de programme, ses rivaux politiques n'ont rien à part le fait qu'il ne s'appelle pas Netanyahou. C'est la seule chose qu'il prône et ça ne convainc pas. C'est-à-dire que tant que la gauche israélienne continuera de ne pas présenter un programme alternatif à la politique de Netanyahou au niveau social, par exemple, et moi je trouve que c'est le drame de la gauche israélienne aujourd'hui, c'est qu'elle ne présente pas de programme social, rien. On n'entend pas sa voix sur des questions extrêmement importantes. Je veux dire, a fortiori, avec le corona aujourd'hui, il y aurait tellement à dire et on ne l'entend pas. Donc, le Parti travailliste qui ne parle plus de loi sociale, le Parti Kahol Lavan, Zichrono Livracha, j'ai envie de dire, qui ne parlait que de sa haine pour Bibi. Bon, Meretz qui a essayé un tant soit peu de parler d'autre chose, mais qui a été prise en otage par des populistes. Donc, tout ça fait que la mort des idéologies a fait que de plus en plus les gens se tournent vers la droite. Et puis, je vais rebondir aussi encore une fois sur ce qu'a dit Dror. Le premier Israël et le second Israël, c'est une théorie qui a été développée par un journaliste israélien qui s'appelle Avishai Ben Chaim. Et moi, à mon avis, on ne peut pas comprendre l'engouement pour le Likoud, qui reste, selon tous les sondages, le plus grand parti du pays, sans comprendre l'histoire du judaïsme mizrahi en Israël. Mizrahi, c'est-à-dire l'oriental. En 1977, Begin place enfin les juifs séfarades sur le devant de la scène politique. Il les défend face à ce qu'il considère comme le racisme ashkénaze ambiant. Il venge les humiliations subies durant les 30
premières années de l'État où la gauche était au pouvoir. C'est comme ça que c'est vécu, en tout cas, pour les juifs séfarades. Mais ça ne se résume pas à ça, à mon avis. Il y a une excellente étude du docteur Nissim Leon qui parle de l'émergence de la classe moyenne séfarade, qui a émergé en fait une classe qui était pauvre, d'accord, qui appartenait à la classe pauvre de l'État d'Israël et qui peu à peu, grâce à la politique de la droite, et c'est ce qu'il décrit dans son étude, la politique libérale de la droite, a commencé à émerger une classe moyenne séfarade beaucoup plus, on ne va pas dire riche, mais une espèce de nouvelle, de nouveaux riches un peu. Paradoxalement, c'est la politique économique libérale de la droite et de Netanyahou qui a permis, par exemple, aux habitants de la périphérie de monter les échelons de la réussite sociale. Et donc, pour eux, voter pour Netanyahou, voter pour la droite, c'est tout à fait logique. Ils ont l'impression que ces nouveaux riches, on va dire encore une fois avec plusieurs guillemets, parce qu'on ne parle pas encore de richesse, mais plutôt de middle class, ils considèrent que c'est la droite qui les a sortis d'espèces de déterminisme social dans lequel ils avaient enfermés. Et puis, je vais terminer, parce que c'est impossible de terminer sans parler de Bibi lui-même, de Binyamin Netanyahou. Pour la majeure partie des Israéliens, il fait leur fierté. Ses discours au Congrès, son combat contre le nucléaire iranien, les accords de paix, les accords d'Abraham avec les pays arabes, même le fait aujourd'hui qu'il fasse de l'œil aux Arabes israéliens et qu'il invite carrément des Arabes israéliens quasiment d'abord à voter pour le Likoud, mais qu'il donne peut-être une certaine option à ce qu'un Arabe israélien soit intégré dans la liste du Likoud, c'est accepté. C'est accepté tout simplement parce que, à mon sens, bien entendu, on peut ne pas être d'accord avec moi, l'électorat de droite n'est pas raciste, c'est pas du racisme, mais c'est du pragmatisme, on ne va pas rentrer là-dedans, mais parce que les Israéliens considèrent que Netanyahou, c'est un peu comme une maman très inquiète qui fait tout pour son enfant. Les vaccins, à mon avis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Likoud va obtenir de très bons résultats aujourd'hui, parce qu'on a eu le sentiment que Netanyahou était parti en guerre pour obtenir les vaccins plus vite que tout le monde, pour vacciner la population le plus vite au monde, parce qu'il s'inquiète pour sa population. Alors bien entendu, certains diront que c'est de la politique électorale. Je ne dis pas non, mais dans le sentiment de beaucoup d'Israéliens, Netanyahou est un peu le bouclier qui protège Israël, qui protège l'État d'Israël face à ses ennemis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Une dernière chose, il y a eu un sondage qui a été publié cette semaine par l'Institut israélien de la démocratie qui disait qui décrivait une baisse terrible de la confiance des Israéliens dans le système judiciaire de notre pays. Alors que jusqu'à présent, la Cour suprême et le système judiciaire avaient de très très bons résultats au niveau de la confiance des Israéliens. Aujourd'hui, seuls 42% des Israéliens ont confiance dans le système judiciaire de notre pays. Et j'ai le sentiment, moi, que ça fait partie aussi on va dire, pour certains, ça sera à cause de la campagne de Binyamin Netanyahou qu'il a menée contre le système judiciaire, mais pour d'autres, c'est tout simplement parce qu'il y a le sentiment que ce système judiciaire, qui, encore une fois, comme l'a dit Dror, est identifié avec l'élite de gauche, ashkénaze, riche du pays. Ça ne veut pas dire qu'il fonctionne mal. Non, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout ce que je dis, mais le sentiment qu'il y a un acharnement contre Netanyahou, ça fait qu'une partie des Israéliens donc perdent leur confiance dans le système judiciaire du pays. Voilà, moi j'ai donné donc cinq raisons. Je suppose que Michael va en donner encore pas mal d'autres, mais pour moi c'est ce qui fait que la droite continue de gagner les élections en Israël. Merci beaucoup. Merci Lali. Alors très vite, Michael, à toi. Alors évidemment, une partie des arguments que j'avais prévus des explications ont été donnés par Dror et par Lali. Je les en remercie, ça me permettra de faire beaucoup plus court. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on parle de droitisation. Dror a évoqué les derniers sondages. Le sondage hier soir de la chaîne 12 de la télévision israélienne démontre finalement que plus de 80 voix appartiendront à des partis de droite. Alors c'est vrai que 80 députés sur 120 seront de droite dans la prochaine Knesset si les élections avaient lieu hier, en l'occurrence, date de ce sondage. Si on ajoute à ça
les voix des partis de centre-droit, c'est-à-dire Yesh Atid et Bleu-Blanc, Benny Gantz, on est à 100 députés. On enlève 10 députés de la liste unie des partis arabes. Il reste 10 voix de gauche aujourd'hui, 4 pour le parti des Israéliens et 6 pour Meretz ou le contraire. Donc, moins de 10% des Israéliens aujourd'hui voteraient pour des partis qui ont une vraie idéologie de gauche et qui s'affirment être de gauche. Alors, c'est sûr que ça ne permet pas à Netanyahou de former une coalition, parce qu'on le sait, une grande partie des formations politiques qui s'annoncent de droite, avec un programme souvent beaucoup plus à droite que celui du Likoud, qui considère d'ailleurs Netanyahou comme centriste, puisqu'il a refusé d'annexer la Cisjordanie / Judée-Samarie, qu'il a refusé l'évacuation de Khan el-Ahmar, ce village bédouin dont il avait promis l'évacuation quelques jours. Mais ces partis plus à droite, Bennett et Sa'ar notamment, refusent, a priori, en tout cas pour Sa'ar, il l'a répété à plusieurs reprises, de rentrer dans une coalition avec Netanyahou. Donc on se retrouve avec une difficulté en plus à expliquer ce clivage entre la droite et la gauche. Les prochaines élections donc, ne se joueront pas sur l'idéologie, comme le dit Lali très justement, mais sur pour ou contre Bibi, et c'est selon les résultats de la politique de Netanyahou, la politique sécuritaire, économique, diplomatique et sanitaire maintenant avec ses vaccins, qui va décider du score de Netanyahou et de la formation du prochain gouvernement. Pour ce qui est du clivage droite-gauche en Israël ces dernières années, je voudrais juste m'attacher à un seul point qui a peut-être été moins évoqué, en fait, la question des territoires. La solution à 2 États a en effet disparu de l'esprit de la majeure partie des Israéliens, et il y a plusieurs raisons à ça. Alors, la première raison, on l'a dit, c'est l'échec c'est l'intifada, la seconde intifada, Dror en a parlé, l'échec du retrait de Gaza, l'échec des négociations à Camp David, le sentiment pour les Israéliens que les Palestiniens refusent de faire la moindre concession, refusent d'accepter même le principe de l'État juif, qui reste un élément très important pour les Israéliens, mais aussi le statu quo sécuritaire actuellement. Ça fonctionne. Il y a une coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne. Il y a une baisse des attentats. L'année 2020, alors certes, il y a eu le corona, reste l'année où il y a eu le moins de victimes civiles et le moins de soldats tués depuis la création de l'État d'Israël. C'est important, et les gens se disent finalement pourquoi engager des négociations. Je rappelle que les dernières négociations avec les Palestiniens ont amené soit après la négociation de Camp David, la deuxième intifada, soit le retrait de Gaza qui s'est fait de manière unilatérale, a amené le Hamas au pouvoir à Gaza, et tout ce qui s'est ensuite, tout ce qui est arrivé depuis, notamment les roquettes sur le centre du pays. La deuxième chose, le deuxième point, je crois que on a parlé de l'effacement de la ligne verte, c'est-à-dire que cette ligne qui n'existe pas, cette frontière imaginaire entre Israël et la Cisjordanie, ces dernières années, c'est effacé. De plus en plus d'Israéliens aujourd'hui, on a vu les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres les plus récents, on parle de 476 000 Israéliens qui vivent dans des localités juives en Judée-Samarie, et une grande majorité aujourd'hui de ces habitants, de ces colons, ne viennent pas pour des raisons idéologiques, pas les raisons idéologiques sionistes religieuses qui étaient celles du Gush Emunim, celles qui ont permis la création justement de ce mouvement de colonisation. Aujourd'hui, il y a plus d'un tiers des habitants de Judée-Samarie sont ultra-orthodoxes, un tiers, à peu près 28%, sont laïcs et sont présents tout simplement car ils étaient à la recherche de solutions de logement moins chères, et c'est évidemment proche de la ligne verte, donc proche des grandes villes, proche de Jérusalem, proche de Tel Aviv ou de Modi'in, puisque la plus grande colonie israélienne, Modi'in-Illit, c'est une ville ultra-orthodoxe avec 80 000 habitants, vraiment à quelques minutes en voiture de la ville de Modi'in, donc le centre du pays, proche de l'aéroport, quelque chose qui est pour beaucoup d'Israéliens qui ne voient plus la différence entre ce qu'on appelait le petit Israël et la Cisjordanie. Disons, un avant-dernier point, c'est Dror et Lali en ont parlé, ce renforcement
je dirais, des valeurs religieuses au sein de la société israélienne. Évidemment, il y a une hausse démographique aussi de la population religieuse par rapport aux laïcs. Mais il y a cette espèce de renforcement qu'on voit de plus en plus de chanteurs, d'auteurs, de vedettes de cinéma qui portent la kippa, qui se rattachent à des valeurs juives qu'ils affichent. Et aujourd'hui, on a vu avec de plus en plus de médias, Dror en a parlé justement, de plus en plus de centres de recherche, de revues, de journaux. On avait vu Israël Hayom, mais aussi sur Internet, de nombreux sites d'information très populaires qui développent des idées de droite et pas nécessairement d'une droite qui parle des territoires ou qui parle de l'avenir du processus de paix, mais d'une droite, je dirais, une droite plus douce, une droite qui permet à une grande majorité d'Israéliens de pouvoir s'identifier sans pour autant passer pour des faucons, pour des faiseurs de guerre, mais tout simplement comme si la droite, en fait, est revenue vers le centre. C'est pour ça que je disais en introduction, on a l'impression pour beaucoup de partis de droite, Netanyahou est au centre, mais je crois que pour beaucoup d'Israéliens, voter Netanyahou n'est plus voter à droite, c'est voter quasiment au centre. Et c'est pour ça qu'on avait vu les sondages il y a donc quelques mois, quand Netanyahou et Benny Gantz ont fait un gouvernement d'union, la majeure partie des Israéliens étaient en faveur de ce gouvernement. Pourtant, Benny Gantz était le rival de Netanyahou. Benny Gantz était l'homme qui a dit je ne rentrerai pas dans un gouvernement avec Netanyahou. Mais finalement, cette union de ces deux hommes qui ne sont pas si éloignés idéologiquement, rappelons que Gantz a été le chef d'état-major de Netanyahou, ces deux hommes pas si éloignés idéologiquement ont formé un gouvernement qui a plu à ce moment-là, en tout cas, à la majorité des Israéliens et qui a échoué pour diverses raisons qu'on pourra analyser, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et face à ça, l'échec de la gauche, du Parti travailliste notamment, qui a changé de chef successivement et très rapidement ces dernières années, leur échec à proposer une solution, des solutions sociales et aussi sur le plan politique, sur le plan des relations avec les Palestiniens, face à la réussite de Netanyahou, les accords d'Abraham, et je rappelle cette coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne qui ne s'est jamais arrêtée, qui continue après les grosses crises entre Abbas et Netanyahou. Cette coopération continue, ça rassure les Israéliens et ça leur permet de voter à droite sans pour autant se sentir mis au banc de la société israélienne comme ils l'ont été pendant des années, peut-être dans les années 80. Voilà la première analyse. Merci, Michael. Alors, Denis. Merci. J'ai très heureux d'entendre mes trois collègues, prédécesseurs, qui ont analysé et porté beaucoup de causes et de raisons à ce qu'ils ont appelé la droitisation de la société israélienne. Vous me permettrez de contester ce terme-là. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dire que la société israélienne est plus à gauche aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10, 20 ou 30 ans, non. Mais je crois que c'est une manière atténuée que de dire que la société est aujourd'hui plus à droite. Elle n'est pas plus à droite, elle est plus nationaliste, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'elle est, je dirais, dans un axe qui me paraît être relevé de ce qu'on appelle la droite révolutionnaire, c'est-à-dire celle qui entend remettre en cause le projet sioniste tel qu'il s'est constitué depuis le début, c'est-à-dire un projet qui était, je dirais, au carrefour d'une problématique particulariste, le problème du peuple juif, sa mise en danger, voire son assimilation culturelle, mais accroché à une problématique universaliste. Vous avez pu entendre, alors c'était surtout chez Dror et surtout chez Lali, qui l'approuvent, qu'il soit réservé, mais vous avez bien vu à quel point tout ce qui apparaît comme universaliste est vécu et perçu comme un danger, comme une menace. Alors, le sionisme travailliste a toujours été, le sionisme de gauche, si vous voulez, mais même les sionistes généraux de Weizmann, pour remonter à l'histoire ancienne, ont toujours été sur une sorte d'équilibre entre un particularisme affiché, il s'agissait bien d'un État juif, la notion d'État juif, c'est quand même Ben Gurion qui l'a prononcé dans la déclaration d'indépendance, mais articulé à un projet d'émancipation universelle, dont le kibbutz d'ailleurs était fondamentalement, foncièrement, l'expression. Voilà. On n'est pas là uniquement pour apporter aux Juifs un État, une protection dont ils ont besoin, on est là également pour inventer une autre manière de concevoir les rapports.
Or, il est clair que depuis, voilà, et c'est vrai que ce n'est pas propre à Israël, mais c'est accusé en Israël, il est vrai que ce projet politique fondé sur l'égalité foncière entre tous les individus, fondé sur un projet émancipateur de l'humanité, a été interprété à l'extrême gauche comme à droite, un projet néfaste et qui n'emporte plus aujourd'hui clairement l'hégémonie culturelle. Tu as cité Gramsci, Dror tout à l'heure, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la droite non seulement a le pouvoir depuis près d'une quarantaine d'années, mais elle a aujourd'hui en Israël une hégémonie culturelle qui d'ailleurs n'est pas simplement associée au projet de l'extension de la souveraineté en Judée et en Samarie, mais qui est également associée au projet néolibéral. Il faut le savoir, c'est vrai que la gauche ne sait pas, enfin il y avait toujours la Histadrout, mais enfin elle n'a pas brillé par un attachement, on va dire, à l'État-providence et à la social-démocratie, c'est vrai, je le reconnais humblement, mais c'est clair qu'à droite, vous avez un discours et une pratique néolibérale, mais pas simplement en termes de politique. C'est-à-dire qu'on interprète trop souvent le néolibéralisme comme une politique économique. Mais non, le néolibéralisme, c'est beaucoup plus que cela. C'est une manière de concevoir les individus et la société et de régimenter les individus et la manière dont ils ont de se comporter. Il y a quelque chose de très moralisateur, si je puis dire, dans le néolibéralisme tel que la droite, notamment Bennett, l'incarne. Et vous avez pu d'ailleurs l'entendre, je vais vous en donner une expression, le mot qui est revenu très souvent, c'est celui de réussite. C'est ça le projet néolibéral sur le plan culturel. Et moi, je suis frappé, j'interroge souvent mes élèves, quand je leur pose la question fondamentale, est-ce que tous les individus sont égaux? Alors bien sûr, la réponse en général, c'est mais non, on n'est pas, voilà, l'un il est plus grand, plus beau, plus de talent, etc. Mais est-ce que la société, est-ce que la politique a pour objectif de corriger les inégalités? Ben là, la réponse ne va pas de soi. Alors, j'ajouterais également, et là c'est ce qui est spécifique à Israël, attention, ce dont je parle, on peut le retrouver effectivement dans le reste du monde, il y a un aspect qui est très accusé ces dernières années, dont il n'a pas été dit un mot jusqu'à présent, donc je suis bien heureux, tout en étant le quatrième à l'apporter, c'est la conception de la démocratie. Aujourd'hui, vous avez incarné par le Likoud et par Netanyahou une conception de la démocratie qui consiste à dire la démocratie, c'est le règne de la majorité. Et plus exactement, la tyrannie de la majorité, comme le pressentait Tocqueville de la démocratie en Amérique. C'est-à-dire, ce n'est pas le contrôle du pouvoir. Alors bien sûr, on peut dire, mais attendez, ça commence depuis Ben Gurion, puisqu'on n'a pas eu de constitution et on n'a pas eu de conseil constitutionnel, etc., dès 1949. Ok. C'est vrai qu'on a connu ce moment de libéralisation dans les années 90, et on voit aujourd'hui à quel point ces deux conceptions aujourd'hui s'affrontent. Et bien sûr, là-dessus, je ne conteste absolument pas que vous avez aujourd'hui une majorité de personnes en Israël qui considèrent que la politique ne consiste pas à contrôler l'abus potentiel que peut faire l'autorité politique du pouvoir qu'on lui confie. Et on voit la manière de concevoir la justice, quand on voit, et qui risque d'ailleurs de se concrétiser si effectivement la composition de la Knesset est telle que celle que nous en donnent les sondages, on a là effectivement deux conceptions de la démocratie, c'est-à-dire qu'on évolue vers une démocratie illibérale. C'est-à-dire ce qui est en train de se mettre en place, et ça, il faut en prendre son parti, hein, qu'on le déplore ou qu'on se réjouisse là-dessus. Moi, je ne porte pas de jugement, chacun le pensera comme il veut. C'est que être sioniste et être libéral deviennent aujourd'hui contradictoires. Voilà. Et là, on est en train de payer le prix très cher. Alors, d'autres vont dire au contraire, ce n'est pas un prix, c'est une bénédiction d'un projet colonial qui s'est mis en place en 1967 avec les travaillistes. Là-dessus, moi, je blâme autant les travaillistes que la droite. Pourquoi? Parce que il y a, comment dirais-je, un projet qui consiste à étendre son autorité sur une population dont on ne demande pas si elle consent ou non à cette autorité.
Parce que c'est ça. Et on n'a pas besoin de parler d'apartheid, et moi, je n'emploie pas l'expression d'apartheid, mais qu'on le veuille ou non, c'est bien l'extension d'une domination sur une population qu'on ne veut pas intégrer dans la société israélienne en faisant des citoyens. Okay. Eh bien, alors, quand effectivement, et là, bien entendu que là, tout ce qui a été dit par Michael est juste, c'est-à-dire, et par Dror tout au début, et Lali sans doute, l'échec des processus de paix successifs, la méfiance vis-à-vis du leadership palestinien. Bien sûr que quand on analyse les causes, on peut trouver, les causes ne sont pas uniquement internes à l'État d'Israël, mais le fait est que dans cette conjoncture, je dirais donc de l'échec de cette négociation, eh bien, on passe aujourd'hui à une phase où l'occupation n'est plus ce qu'elle était depuis 1967, y compris sous les partis travaillistes, c'est-à-dire une occupation pensée comme temporaire. Et cette conception de l'occupation comme temporaire avait été acceptée par les Nations Unies, c'est-à-dire vous restez dans les territoires jusqu'à ce que la négociation réussisse. Aujourd'hui, Michael l'a dit à juste titre, et il l'a dit également, la solution des deux États n'est plus pour la majorité des Israéliens, comment dirais-je, un objectif. Et je dirais que pour le justifier, parce qu'il faut bien, et c'est là où je pense que, là je suis fidèle à mon maître Zev Sternel, disparu récemment et sur lequel j'ai écrit récemment un long article pour essayer d'expliquer un petit peu ses positions, mais pas simplement vis-à-vis de la France, mais également vis-à-vis d'Israël. Il faut bien comprendre, dès le départ, on n'a pas mis en place une nation républicaine. On n'est pas en France. Okay, il n'y a pas de projet intégrateur. Donc c'est un nationalisme ethnique, tout à fait, mais qui aurait dû, s'il avait évolué, on va dire normalement, progressivement s'étendre, élargir et avoir une conception plus généraliste, puisqu'on parle du politique. Or, c'est vrai, et ça a été dit plusieurs fois et je le reprendrai à mon tour, la notion des identités s'est invitée dans la politique. Et en s'invitant dans la vie politique, eh bien, elle a consisté finalement à quoi? Eh bien, à avoir une vision, je dirais, hiérarchique, là aussi, hein, où la notion d'égalité disparaît, elle n'est plus souhaitée, une vision hiérarchique, avec tout en haut, et là, que ce soit de gauche ou de droite, hein, parce qu'il ne faut pas croire que le Likoud a pas changé. C'est vrai qu'il y a effectivement la formation d'une classe moyenne, mais également parmi les Arabes, également parmi les Orientaux. Mais de fait, vous avez une hiérarchie avec les Éthiopiens tout en bas, avec les Arabes un peu plus en bas, et puis les Palestiniens de Jérusalem-Est, et puis au-delà des Palestiniens de Jérusalem-Est, ceux de Cisjordanie. Et ça, je dirais que ça fait le bonheur de beaucoup de mes concitoyens. Pourquoi? Ben parce que ce sera mon dernier point, parce qu'il y a certainement beaucoup de questions qui seront posées, c'est qu'on a, comment dirais-je, à la fois, on va dire le Likoud, Netanyahou, la droite, juste sur les deux tableaux. D'un côté, vous avez entendu à plusieurs reprises le patriotisme, l'identité juive, la préoccupation du collectif, etc., etc. Et d'un autre côté, on a l'impression comme ça d'un visage de Janus, hein, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire la politique, c'est les intérêts. Regardez Netanyahou, l'exercice du pouvoir là, cette dernière année, ces 6 derniers mois, pas de budget de voté depuis 2 ans, alors que c'était pour ça qu'un gouvernement non nationalité, eh bien, ce n'est voilà. Make America Great Again, ben c'est Make Israel Great Again, c'est-à-dire particulariste, repliée sur elle-même, où tous les moyens sont bons, où la réussite doit primer, le réalisme doit primer, et avec ça, entouré, étoffé de nous sommes des patriotes, nous sommes solidaires les uns des autres, etc. Et ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est de la sectorisation, c'est-à-dire une classe politique qui fait du clientélisme en permanence. Voilà. Et c'est vrai que le discours, comment dirais-je, plus universel ou plus unificateur, on dirait en France plus républicain, eh bien, voilà, il est dissipé. Un petit mot, là, je rectifie quand même parce que j'ai trouvé ça un petit peu injuste. Non, il y a des gens qui étaient brillants, plein de talent et qui sont entrés en politique. J'en citerai 2 et qui étaient dans le domaine économique. C'était Braverman, qui était de la Banque mondiale, puis ensuite président de l'Université Ben Gurion et qui était entré au Parti travailliste. Et c'est surtout Manuel Trachtenberg.
qui a vraiment une préoccupation, enfin, je veux dire, c'est un des esprits les plus brillants, qui a été député travailliste. Donc voilà. Alors bien sûr que s'il avait été arriviste et opportuniste, il serait rentré au Likoud et il serait peut-être aujourd'hui ministre des Finances. Le fait est qu'il avait des convictions, il a pensé qu'il valait mieux rester au Parti travailliste, mais voilà, le sort du Parti travailliste est en tel. Donc voilà, ces deux esprits brillants, ces deux recrues, et là, ce n'est pas des militaires qu'on reprend parce que ça a un certain prestige, c'était vraiment des bosseurs. Voilà, ce sont vraiment des bosseurs. Eh ben, ils ont été laminés, mais pas par le Parti travailliste, mais parce que je dirais qu'en dépit de la presse de gauche, etc., vraisemblablement, elle ne sert pas la gauche comme elle était censée le faire. Alors, tout ça pour dire que c'est une étape, c'est une phase, je veux dire, mais ça, vous le viviez aussi en France. C'est clair qu'on est dans cette phase historique et Israël est loin d'être seul. Je voudrais citer ici un livre extraordinaire d'un philosophe juif, d'ailleurs, démocrate, effectivement, Michael Walzer, qui faisait une analyse comparée de l'Inde, de l'Algérie et d'Israël, en disant voilà 3 pays qui sont apparus avec un récit national d'émancipation universelle et qui les 3 ont basculé dans un nationalisme clérical fermé, obtus, et voilà. Alors peut-être à ceci près qu'en Algérie, ils ont l'air de se réveiller. En Israël, on n'en est pas là et je ne dirais pas que je vois les choses bouger dans les années à venir. Voilà, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une sorte comment dirais-je, d'affaissement ou d'épuisement de la capacité de renouvellement de la gauche israélienne autour du projet de négociation, c'est évident. Mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à une droite attentiste, mais à une droite révolutionnaire qui transforme et continuera de transformer, si effectivement les suffrages lui donnent l'autorité pour le faire, transformera la démocratie israélienne, accroîtra le projet colonial israélien. Et quand je dis colonial, je veux dire par là le maintien d'une minorité de 400 000 juifs sur une population de 2,5 millions de Palestiniens à qui on ne demande pas leur avis. Ça, c'est né avec les travaillistes, hein, mais voilà, dans la conjoncture de l'échec de la négociation, elle a conduit effectivement à une sorte de, comment dirais-je, de consentement, ce sera ma dernière phrase, de consentement à ce projet, parce qu'il correspond à cette philosophie politique, encore une fois, qui n'est pas propre à Israël, où c'est la réussite, où c'est le réalisme, où c'est la hiérarchie, où c'est l'inégalité, où c'est l'autorité qui l'emporte sur les procédures démocratiques. Et c'est vrai que, si je peux exprimer une crainte, oui, c'est vrai que je crains beaucoup pour l'état de droit en Israël. Je donne 2 exemples pour terminer, pour illustrer. Voilà. Le ministre Amir Ohana, dont on a dit qu'il était très populaire au sein du Likoud, a refusé que les prisonniers soient vaccinés. C'est le conseiller juridique qui l'a remis en place en disant mais ça ne relève pas de ton autorité, ce n'est pas à toi de décider. Et effectivement, au final, ils ont été vaccinés. Donc, non pas grâce à une opposition politique, aucun leader politique n'est monté au créneau pour critiquer Ohana. Et deuxièmement, Netanyahou qui voulait, en perspective électorale, légaliser 6 avant-postes dans les territoires occupés. Et le conseiller juridique, une fois de plus, lui dit mais attendez, c'est une décision qui relève de l'autorité militaire, donc du ministre de la Défense, donc de Benny Gantz. Il faut passer par Benny Gantz. Benny Gantz a eu l'intelligence de le refuser en disant, pas parce qu'il pense qu'il ne faut pas légaliser les avant-postes, mais parce qu'il dit on ne fait pas ça à 3 jours de l'avènement de Joe Biden si on ne veut pas mettre les relations israélo-américaines dans une tension dès le départ. Et donc, une fois de plus, c'est des fonctionnaires, c'est un conseiller juridique du gouvernement qui est là pour rappeler, mais vous savez, il y a des choses que, aussi démocratiquement élus que l'on soit, qu'on n'a pas le droit de faire. Je crains fortement pour l'avenir de ces et l'autorité de ces hauts fonctionnaires qui tiennent bon, mais qui ne sont pas soutenus par effectivement le reste de la classe politique. Et donc là, c'est vrai que j'exprime une inquiétude vis-à-vis de ce que j'appelle donc non pas la droitisation, mais de l'illibéralisme de la droite israélienne et de son ultranationalisme. Merci. Juste une précision dans ce que tu viens de dire, Denis, parce que cette question des prisonniers
palestiniens, entre autres. C'est pas que les Palestiniens. Hein. Non, mais justement, ce n'est pas que les Palestiniens, ce sont tous les prisonniers israéliens et palestiniens à qui Ohana, dans un premier temps, avait refusé la vaccination parce qu'il disait qu'il faut d'abord vacciner les geôliers dans un premier temps et ensuite des prisonniers. C'était ça, parce qu'il y a même eu la mère de Bar Rafli, une mannequin très connue, qui est emprisonnée aujourd'hui et qui n'a pas été vaccinée et qui a été tombée, d'après ce que j'ai vu dans les médias, qui est tombée malade. Voilà. Non, parce que cette question est très sensible ici, cette question des Palestiniens et de la vaccination. Voilà, donc on a fait un premier tour à vous quatre, c'était très enrichissant. Maintenant, j'ai déjà des questions qui m'arrivent. Alors, une question sur le système éducatif. Je crois que c'est toi, de mémoire, Dror, qui a parlé de la sectorisation de la société, enfin depuis en tout cas un certain nombre d'années. Et est-ce que le système éducatif aujourd'hui contribue ou pas à cette sectorisation? Vous savez, le système éducatif israélien est très particulier parce qu'il y a plusieurs systèmes éducatifs en parallèle. Alors ça, c'est une question. Ouais, ça s'inscrit effectivement dans ce qu'a dit Denis également. Si vous voulez, il y a deux valeurs qui peuvent être contradictoires, qui ont été promues par la droite et qui sont effectivement devenues des valeurs dominantes. C'est d'un côté, c'est ce qu'a dit Denis, l'individualisme, et de l'autre côté, une certaine forme de communautarisme. Alors ça peut paraître contradictoire et en même temps, ça peut se compléter l'un l'autre, étant donné que l'ennemi commun à l'individualisme et au communautarisme, ben, c'est le républicanisme, c'est l'État, c'est le collectif. Et que c'est ce qui permet également ce mélange d'individualisme et de communautarisme, c'est-à-dire promouvoir effectivement ce néolibéralisme avec ce culte de l'individu d'un côté et de l'autre côté, encourager même le maintien de structures communautaires, familiales, traditionnelles, qui sont effectivement en grande partie liées à l'existence de réseaux éducatifs communs, surtout dans les secteurs religieux de la société israélienne. Tout ça, ça permet à l'État un petit peu d'opérer un recul et donc de renoncer à ce qu'il y ait une conception globale de la société, à ce qu'il y ait une avancée vers un État et une société qui serait effectivement plus égalitaire. Donc ça participe beaucoup du succès de la droite, d'une certaine manière, à la fois promouvoir des valeurs individualistes et promouvoir des valeurs communautaires traditionnelles, avec un savant mélange des deux, un savant dosage et un renforcement mutuel. Et tout cela passe bien évidemment beaucoup par l'éducation. Le fait que l'éducation ultra-orthodoxe ait été maintenue alors qu'elle ne forme pas en grande majorité les enfants issus de ces milieux-là à un métier et à une vie dans une société moderne, ben, et ça sert bien évidemment les intérêts de la droite israélienne. Si vous enlevez les 16 mandats qui, quoi qu'il arrive, les 16 mandats des partis ultra-orthodoxes qui, quoi qu'il arrive, soutiennent Benjamin Netanyahou à la droite, alors qu'auparavant c'était des partis pivots entre la gauche et la droite, c'est plus le cas, ce sont aujourd'hui des partis du bloc de droite. Si vous enlevez ces partis-là, eh bien, Benjamin Netanyahou et la droite israélienne ne sont plus au pouvoir. Donc il y a un intérêt de maintenir cet état de fait et cette division très stricte au niveau éducatif. C'est un intérêt politique et c'est un intérêt idéologique presque. Vous avez tous les deux parlé de clientélisme dans la politique de Netanyahou. Deux questions qui sont à peu près liées. Quels sont les laissés pour compte qui ne bénéficient pas de ce clientélisme dans la société israélienne? Il y en a. Et est-ce que des populations défavorisées, on va dire, qui habiteraient, mettons, à Sderot, dans la périphérie du pays, sont des clients en contrepartie de ce clientélisme? D'une certaine manière, la clientèle de ce qu'on appelle la périphérie, je dirais, elle ne tire pas l'usage qu'elle pourrait de sa position, dans la mesure où, comme elle est acquise à un vote Netanyahou, pas besoin de faire grand-chose. Alors, si ce n'est quand même que, bien sûr, il y a des investissements qui se font plus de leur côté ces dernières années, mais ça ne bénéficie pas ou ça ne permet pas, ça n'a pas permis en tout cas encore, de former à partir de cette périphérie une classe moyenne. Qui seraient les laissés pour compte? Vous savez, le clientélisme, par définition, il joue en permanence, c'est-à-dire il fait en sorte d'avantager les uns et les autres en fonction des conjonctures. Demain, ce sera effectivement peut-être la population arabe israélienne. Quand Netanyahou décide de flirter avec Mansour Abbas, tout le monde dit « Ah, mais qu'il est fort, mais c'est extraordinaire et c'est génial ». Et bien entendu que la gauche est piégée, elle ne va pas dire comment tu oses parler avec un leader arabe qui est non-sioniste, voire anti-sioniste. Si Benny Gantz avait osé faire cela,
mais il aurait été mis au pilori sur la place publique comme un traître, parce qu'il a osé pactiser avec la population. Et là où c'est vrai que le centre et la gauche manquent de courage politique, c'est que Yair Lapid, qui dans ces années-là, en 2013, avait dit « pas question pour moi », il avait été très méprisant, pas question pour moi de négocier avec les wahhabistes, il avait pris le nom d'une de ses députées. Là, la semaine dernière, il a déclaré, Franco de Port, qu'il n'hésiterait pas à faire une coalition avec la liste arabe unifiée. Il y a 6 mois, il n'aurait jamais osé le dire. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, Netanyahou ouvre des vannes qui peuvent peut-être, qui pourraient lui échapper par la suite, dans la mesure où c'est le réalisme qui guide non plus des idéologies, comme on essaie de prétendre tout à l'heure. C'est vrai qu'à tour de rôle, chacun peut être, comment dirais-je, favorisé. Incontestablement, ceux qui sont aujourd'hui les plus favorisés sont la population orthodoxe. Il suffit de voir la manière dont l'autorité de l'État ne s'exerce pas auprès de la population orthodoxe pour comprendre que voilà, des avantages politiques justifient une différence de discours. Voilà. Vous avez tous convenu que pour beaucoup, et pour la majorité des Israéliens, l'accent est mis sur l'identité juive. Denis, tu as parlé de nationalisme, plus que de droite et de gauche. Lélie, tu l'as dit à ta façon aussi, que cette identité juive est le point sur lequel la majorité d'Israéliens se reconnaissent avant tout, plus que être israélien. Et il y a des questions qui tournent autour de cette notion-là, parce que dans la déclaration d'indépendance, comme vous le savez bien, Ben Gurion avait prévu qu'Israël est un État juif et démocratique. Or, on a l'impression que la notion de démocratie n'est plus tellement aussi importante dans la société israélienne comme objectif identitaire, en tout cas, parce que ça remet en question la nature même de l'État tel qu'il a été conçu, et puis surtout, ça va créer, ou ça risque de créer, je dirais, une opposition avec la majorité des Juifs dans le monde, pour ceux qui vivent en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui, tout en étant pour ceux qui se reconnaissent comme sionistes, pro-israéliens, etc., mais se reconnaissent quand même très attachés à la démocratie, aux valeurs libérales. Et ça risque de créer une fracture très dangereuse à l'avenir. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne crois pas. Denis a parlé de la tyrannie de la démocratie, citant Tocqueville, mais la démocratie israélienne est très vivante. Il y a aucun moment, il y a une remise en question ni par le gouvernement Netanyahou, ni par la société, ni au sein de la société israélienne, une quelconque remise en question de la démocratie. Ça a été rappelé plusieurs fois par les dirigeants israéliens, notamment par le président Reuven Rivlin, qui n'est, je rappelle, pas un homme de gauche non plus, que la démocratie ne va que si elle va avec judaïsme. L'État juif et démocratique, c'est, oui, dans la Constitution, la déclaration d'indépendance, et je crois que ce sont deux valeurs qui n'ont pas changé pour la majorité des Israéliens. Après, peut-être que Dror ou Denis ne seront pas d'accord avec moi. Non, à partir du moment où on pense que juif et démocratique, ce sont deux valeurs qui sont opposées, alors oui, alors on peut commencer alors tout le cadre de la discussion est faussé à mon sens. À partir du moment où si la définition de la démocratie, elle n'est acceptée et acceptable et écrite que par une partie de la population, alors c'est là que le bas blesse, et c'est là, pour répondre encore une fois à la question de ce débat, c'est là que les Israéliens ne se sentent pas à l'aise. C'est-à-dire que ce sentiment que la définition de la démocratie, elle n'est acceptable que via le biais de certains porte-parole de cette démocratie, c'est là que le problème commence. Par exemple, ce sentiment d'individualisme, vous disiez que la droite parle énormément d'individualisme comme valeur. Or, aujourd'hui, pour les Israéliens, c'est la gauche qui est perçue comme individualiste, dans le sens où c'est elle qui met les droits de l'individu, on va dire, très haut dans l'échelle des valeurs. Alors que les autres partis, le Likoud par exemple, et les autres partis de droite, mettent le collectif en haut des valeurs. Justement, pour eux, la démocratie, la définition de la démocratie, c'est ce collectif-là. Ce ne sont pas seulement les droits des individus qui sont défendus, bien entendu, par la Cour suprême, parce que la tyrannie de la majorité, etc. Mais on a encore une fois le sentiment
et je parle en tant qu'analyste aujourd'hui, que la Cour suprême a choisi de ne défendre que certaines minorités, par exemple. L'exemple le plus flagrant, c'est bien entendu l'expulsion des Juifs du Gush Katif, l'expulsion des Juifs de Gaza, qui s'étaient tournés vers la Cour suprême en prouvant en évoquant leurs droits en tant que minorité, leurs droits civiques, et qui avaient été complètement déboutés par la Cour suprême. Et donc à ce moment-là, on a le sentiment qui émerge que la Cour suprême, qui est censée donc être le symbole de la démocratie, en fait n'est là que pour défendre certaines parties de la population. Ce tiraillement entre juifs et démocratiques, si la démocratie c'est ça, eh bien nous, les Israéliens, nous allons aller plus vers le juif que vers les démocratiques. Mais ce n'est pas forcément la bonne définition de la démocratie. Voilà. Pas tellement sur la démocratie, c'est sur effectivement sur, je dirais, l'émancipation des individus. Qu'en Israël, il n'y ait pas, par exemple, pour ceux qui le souhaitent, un mariage civil me paraît effectivement faire partie de cette pression. Alors, encore une fois, ce n'est pas le Likoud qui est responsable, ça a commencé depuis la création de l'État d'Israël, mais que des entraves soient placées aux individus, ça, je pense que la Cour suprême, elle n'a pas forcément toujours tranché en faveur. Moi, je ne suis pas de celui qui dit que tout ce que décide la Cour suprême, c'est forcément bien. Elle peut faire des erreurs, elle peut se tromper, etc. Mais clairement, le fait de réduire autant que faire se peut le contrôle sur la constitutionnalité des lois et des pratiques du gouvernement, ceci me semble être incontestablement une ligne de partage, une ligne de clivage entre, appelez ça le centre ou la gauche, et la droite derrière le Likoud, derrière, qu'aujourd'hui, plus d'1,5 million personnes estiment qu'il est normal qu'un Premier ministre exerce le pouvoir alors qu'il est poursuivi par la justice, ce qu'on n'a jamais accepté de Olmert, ce qu'on n'a jamais accepté de Rabin qui a démissionné, ce qu'on n'a jamais admis, et là aujourd'hui ça passe. Voilà. Et pour cela, qu'est-ce qu'on invente? Eh bien qu'il y a une conspiration de la police, de la justice, etc. Quand on met en cause l'autorité des grands corps de l'État qui sont là pour le servir, moi je dis qu'il y a ici quelque chose de dangereux. Alors c'est inévitable. Comment voulez-vous que Netanyahou se maintienne au pouvoir et malgré son procès, si ce n'est qu'en accusant forcément, en disant qu'il y a une conspiration contre lui. Et on arrive dans un système où il n'y a plus de vérité, où on est dans les fake news permanents, un État dans l'État, etc. Enfin, je veux dire, et encore une fois, je ne peux pas le blâmer, ni vous de le soutenir, parce que vous ne pouvez pas tenir un autre discours, autrement ça ne tiendrait pas nulle part. Je rappelle, on l'a dit 1000 fois, que le premier qui l'a dit, c'est Netanyahou, quand Olmert avait les mêmes problèmes. Cette question du judiciaire, enfin, il y a des questions qui tournent autour de cela, mais il y a une question qui tourne autour des territoires, et Lali et Michael, je pense que vous êtes les mieux placés pour y répondre. Combien d'électeurs habitent dans les territoires, d'électeurs juifs, évidemment, et puis les résidents Jérusalem-Est? Alors, d'abord, on a dit les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui parlent de 476 000 résidents israéliens en Cisjordanie, auxquels s'ajoutent à peu près, je crois, environ 300 000 en Jérusalem-Est. Plus de 300 000. On est environ on est presque à 800 000 Israéliens vivant dans les territoires conquis après 67. Libérés. Non, on va pas... Reprenons, presque 500 000 en Cisjordanie, plus de 300 000 à Jérusalem-Est. Donc, oui, 800 000. Mais ils n'ont pas tous 18 ans et plus, bien entendu. Il y a beaucoup non, on ne parle pas d'électeurs, je parle d'habitants. Je ne sais pas exactement quel est le pourcentage d'enfants ou pas. Par contre, pour ce qui est des électeurs, il faut se rappeler qu'on va mettre Jérusalem-Est de côté, parce que Jérusalem-Est, pour les gens qui habitent, la frontière orientale n'existe plus depuis très longtemps. Mais pour ceux qui habitent en Cisjordanie, aujourd'hui, aux dernières élections, on a pu le voir, même si les partis de droite sont majoritaires, il y a des voix au centre, il y a des voix à gauche, il y a surtout, on le rappelle, 30% de la population qui vote pour des partis ultra-orthodoxes, qui sont certes à droite, mais qui ne sont pas à droite parce qu'ils ont une idéologie de droite, ils sont à droite parce que Netanyahou leur a offert plus que les autres options aujourd'hui sur la scène politique. Donc, le vote des colons, en quelque sorte, est identique au vote des Israéliens de l'autre côté de la ligne verte. La majorité sont à droite.
une partie au centre, une minorité à gauche. Très peu pour la liste arabe. Est-ce que, Dror, peut-être, tu pourrais donner des éléments sur la problématique de la séparation des pouvoirs par rapport, dans le cadre du procès de Netanyahou, avec tout ce qu'il a dit contre le procureur général du gouvernement, la question qui se pose, c'est le public accepte-t-il toutes ces positions? Est-ce que ça passe aussi facilement dans le public qu'il attaque directement la procédure contre lui? Écoute, je parle avec beaucoup de prudence, mais il me semble que dans les sondages, tout de même, lorsqu'on demande aux Israéliens si Benjamin Netanyahou a raison de s'en prendre au contre-pouvoir, au conseil juridique du gouvernement et à la justice, et en général, la majorité des Israéliens, pas une grande majorité, mais une majorité tout de même, eh bien, considère que Benjamin Netanyahou se trompe et que lorsque Benjamin Netanyahou parle de complot qui aurait été fomenté par les médias, par la justice, et que toutes ces accusations sont montées de toutes pièces, eh bien, il y a une majorité d'Israéliens, encore une fois, une majorité assez faible, mais une majorité tout de même nette, qui rejette ce genre de propos de la part de Benjamin Netanyahou. Et dans cette majorité, il y a un bon nombre d'électeurs de droite, ce qui peut expliquer le succès actuel de partis de droite opposés à des degrés divers à Netanyahou, c'est-à-dire le parti de Gideon Sa'ar et le parti de Naftali Bennett. Ça passe pas complètement, mais il y a tout de même un noyau dur important, les électeurs de Likoud, et pas seulement, les électeurs des partis religieux, des partis ultra-orthodoxes en tout cas, qui eux sont persuadés et eux ont un rapport vis-à-vis des institutions et des grands corps de l'État dont parlait Denis tout à l'heure, un rapport beaucoup plus marqué par une certaine forme de méfiance, et eux ont tendance, parce qu'ils se considèrent comme étant, eh bien, les anciens marginaux de la société, en quelque sorte, les outsiders de la société israélienne, eux ont tendance à adhérer à ce genre de discours élaboré par Benjamin Netanyahou contre les grands corps de l'État et contre les institutions judiciaires ou autres. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de points communs avec l'électorat de Donald Trump aux États-Unis. On retrouve une même méfiance vis-à-vis des États. Ça ne concerne pas toute la droite israélienne, ça concerne une partie importante, très importante de l'électorat de droite en Israël, mais ce genre de considération n'est pas majoritaire, mais simplement il a pour effet de mobiliser, de cristalliser une bonne partie de l'électorat de droite autour de Benjamin Netanyahou. C'est un thème porteur pour Benjamin Netanyahou, qui ne lui permet pas de mordre sur l'électorat centriste, mais qui lui permet de maintenir fidèle une partie importante, au moins 25, 26, 27 mandats de l'électorat israélien. La personnalisation, la personnification de la vie politique a profité à Netanyahou incontestablement parce qu'il apparaît comme celui qui a le plus de charisme, celui qui a de plus d'expérience, et c'est vrai que ça joue en sa faveur, mais il faut bien comprendre, le système politique est au bord de l'implosion, et regardez, ça gagne tout le monde, à part les orthodoxes, effectivement, le chasse, le Yahut Torah, là, il n'y a pas de scission, il n'y a pas de dissension, on est très fidèles, mais partout ailleurs, ce n'est pas le cas. Regardez, chez les Arabes, ça remue, dans le sionisme religieux, ça se divise aussi, et à gauche et au centre, je ne vais pas même vous le dire, et regardez là, effectivement, entre Gideon Sa'ar et Netanyahou, il n'y a pas l'ombre d'une différence sur tous les sujets politiques, mais pas l'ombre d'une différence. Il y a l'idée d'une moralisation de la vie politique. Il faut revenir à un exercice de la vie politique avec, je dirais, un discours réconciliateur, ce que, effectivement, Gideon Sa'ar parvient à mieux exprimer, là où Netanyahou, malheureusement pour lui ou non, mais il excelle dans la division. Il ne peut, avec le bilan qu'il a, il pourrait réunir l'ensemble de l'électorat, mais il ne sait pas faire autrement de la politique qu'en divisant les uns contre les autres. Voilà. Et ça, Gideon Sa'ar essaye aujourd'hui. Est-ce que ça va réussir? On verra bien. On pose des questions sur la problématique que l'élite a développée, des Mizrahim, des Orientaux, sur l'échec, disons, du projet nationaliste, entre guillemets,
des années 60-70, pourquoi on n'a pas réussi à les faire adhérer à ce projet-là pour qu'ils soient perçus comme étant rejetés et qui fait qu'ils se soient reconnus uniquement dans un séfarade comme Begin, pour dire ça en plaisantant, puisqu'il n'y avait pas le meilleur polonais, je pense, de la Knesset de l'époque, c'était bien Menachem Begin, toujours en costume, cravate. Tant il a réussi à gagner cet électorat. Donc on revient un petit peu à cet échec-là. Est-ce que c'est, je dirais, quelque chose de figé? Est-ce que depuis, l'eau a coulé même sous le Yarkon, et est-ce que les choses n'ont pas évolué? Alors justement, c'est la réponse à la question, c'est-à-dire que les choses, elles ont évolué, et pour cet électorat Mizrahi, majoritairement Mizrahi, d'accord, c'est grâce à la droite qu'il a évolué. C'est-à-dire que dans son fort intérieur, si la gauche était restée au pouvoir après 77, on en serait encore au Mahabarot, les séfarades qui sont obligés de présenter leur carte de la Histadrout, d'accord, de la syndicale nationale, donc du Parti travailliste, en fait, pour pouvoir obtenir un boulot. Par exemple, ce sont les histoires sur lesquelles la nouvelle génération a grandi, la deuxième et la troisième génération de ces personnes qui sont arrivées dans les années 60 en Israël ou dans les années 40, dans les années 50 en Israël. Ils ont grandi sur des histoires pour lesquelles, pour pouvoir obtenir un travail, alors on t'obligeait à avoir la carte du Parti travailliste. Ils ont grandi sur des histoires dans lesquelles on leur a promis à la descente du bateau qu'ils allaient habiter à Jérusalem pour les jeter avec des camions en plein désert à Dimona. Ils ont grandi avec ces histoires-là. Alors oui, bien entendu que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et il y a une réussite extraordinaire, je l'ai mentionné tout à l'heure, une réussite extraordinaire du monde séfarade dans les affaires, dans l'économie, dans la culture, mais c'est grâce à la droite en fait, c'est malgré la gauche, c'est en fait une espèce de revanche sur ce que la gauche leur a causé pendant ces années-là, un sentiment, qu'il soit justifié ou non, je ne vais pas rentrer là-dessus, qu'il y avait un racisme terrible, l'histoire des enfants yéménites volés, l'histoire des vaccins imposés, l'histoire de toutes sortes d'histoires très, 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 très douloureuses qui sont quand même restées dans l'ADN d'une bonne partie de la population et qui aujourd'hui... alors, on a bien entendu une frange qui est partie vers l'extrême gauche, justement, de cette population Mizrahi. On a tout un groupe, certes, très, très minoritaire, on va dire, de la Keshet Mizrahite démocratite, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais donc une minorité d'extrême gauche, sioniste, voire anti-sioniste Mizrahi, mais la majeure partie des Mizrahim, et je vais peut-être, une autre explication que je pourrais donner, si pour le monde ashkénaze, encore une fois, le départ des pays, c'était soit une fuite de l'antisémitisme, soit une envie, justement, encore une fois, d'émancipation, de faire partie de l'histoire des peuples. Dans le monde mizrahi, la Aliyah en Israël, le fait de monter en Israël, c'était motivé par des motivations religieuses identitaires. Donc, le fait que ces motivations étaient complètement différentes, ça a aussi un poids sur vers quelle politique on va se tourner. Est-ce qu'on va se tourner vers une politique identitaire à nouveau, ou est-ce qu'on va se tourner vers une politique encore une fois, universaliste, cosmopolite? Juste encore un dernier mot. On a parlé beaucoup de cette espèce de dichotomie entre l'universalisme et le judaïsme. Je pense, par exemple, le dernier discours de Netanyahou, lorsqu'il a parlé par exemple des vaccins, du fait que les vaccins allaient être analysés par les médecins de Pfizer, que la campagne de vaccination allait être analysée, il a utilisé les mots de Or Lagoïm, la lumière des nations. C'est-à-dire que nous, les Juifs, le peuple juif, l'État d'Israël, nous allons aider les nations à mieux combattre ce fléau qu'est le corona. Donc, je ne crois pas qu'il y a ces deux notions soient antinomiques du tout. Au contraire, mais c'est juste une manière différente. Est-ce qu'on doit être avec les nations comme elles, ou avec les nations avec notre identité? Est-ce que notre identité est là pour nous amener à être plus juif, c'est être plus universaliste, ou être plus israélien, c'est être plus cosmopolite? Et là, je pense que dans ce discours-là, les Israéliens se retrouvent plus avec la première option, l'option universaliste, certes, de Or Lagoïm, mais qui reste très ancrée dans son identité juive.
ce que Amos Oz disait qu'on est la façon la meilleure d'être universaliste, c'est d'exprimer chacun son identité. Donc, exactement. Et de l'exprimer sur tous les plans, culturellement, etc. Et donc, quand on pense qu'on a d'un côté l'identité juive et puis les autres ne sont pas un tout. Chaque identité est différente et il n'y a pas de hors-lagoïme. Chacun existe par son identité et apporte à la contribution. Non, mais le fait même, non, bien entendu, mais le fait même que cette campagne de vaccination ne soit pas perçue par Netanyahou comme une campagne qui est uniquement israélienne, mais une campagne qui vise à aider le monde entier à combattre le corona, le Covid-19, moi, je pense que ce n'est pas anecdotique. C'est aussi un calcul aussi des laboratoires qui avaient la possibilité, avec Israël, qui est un petit pays au niveau mondial, d'avoir un cas d'école pour pouvoir voir si le vaccin marchait sur une population. Et Israël, c'est comme une île, en fait. Quand il y a une seule porte d'entrée, c'est l'aéroport Ben Gurion. On peut contrôler comme ça beaucoup mieux et voir si ça marche ou pas. Et puis, dernier point, ça n'a jamais été dit parce qu'on parle beaucoup de vaccination, c'est quand même grave, surtout au succès de l'organisation des Coupot Rolim, qui est quand même bien entendu de l'économie socialiste créée bien avant la création de l'État. Et ça, on ne le dit pas assez. S'il n'y avait pas eu les Coupot Rolim contre lesquels toute la droite, depuis des années, a essayé de démanteler souvent beaucoup de gouvernements. Non, les Coupot Rolim, non, mais c'est pas le débat. Est essentiel dans ce succès-là de la vaccination. Rebondir sur la question universalisme, particularisme. Les partis de gauche ou du centre, ils ne sont pas, comment dire, moins en avant dans leur expression d'un certain patriotisme. Simplement, ils sont perçus comme étant, en d'autres termes, leur patriotisme est plus israélien que juif, peut-être. C'est peut-être là que une grande partie de l'électorat israélien ne se reconnaît pas dans leur parti. Mais je ne pense pas qu'ils expriment des valeurs véritablement, on va dire, cosmopolitisme. Le cosmopolitisme dans la vie politique israélienne, il n'existe quasiment pas. On peut le retrouver dans certains départements de sociologie, dans certains articles du Haaretz peut-être, mais ça concerne vraiment une toute petite minorité d'Israéliens qui effectivement rêvent de vivre à New York ou à Londres ou à Berlin. Mais ce n'est pas la gauche israélienne. La gauche israélienne, elle exprime autre chose, un patriotisme réel qui peut-être est moins imprégné de tradition et de culture juive que le Likoud et leurs alliés religieux. Autre chose sur l'ascension sociale des populations originaires du monde arabo-musulman. Alors, elle considère ces populations que c'est grâce à la droite et ça, c'est véritablement un sentiment qui est réel. Maintenant, au niveau de l'historique, alors ça devrait quand même un petit peu remettre en cause cette sensation-là. Cette ascension sociale, elle est en grande partie due à l'apparition en Israël de ce qu'on appelle les michlalot, c'est-à-dire les instituts d'enseignement supérieur qui ne sont pas des universités, et qu'on permet à toute une couche de la population d'avoir accès à l'enseignement supérieur et donc à de meilleurs emplois et donc à de meilleurs salaires. Et le réseau des michlalot, il a été instauré par le deuxième gouvernement Rabin avec Amnon Rubinstein du Meretz communiste de l'éducation. Oui, mais c'est une politique libérale, justement. C'est une politique libérale, le fait d'ouvrir... Ça, c'est une vraie question. Non. Bah oui, question. Est-ce que c'est une politique libérale ou est-ce que c'est une politique parce que c'était une politique d'inspiration collective tout de même, avec l'État qui mettait de l'argent pour que des couches de la population qui, auparavant, n'y avaient pas accès aient accès à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas du socialisme pur et dur, bien évidemment, je te l'accorde. Ce n'est pas non plus de l'ultralibéralisme à la Bibi Netanyahu. On va conclure notre soirée. C'était passionnant. Vous avez ouvert beaucoup de portes. Je crois que c'était ça aussi l'objectif de cette soirée. Il y a tellement de grilles d'analyse de la problématique de la société israélienne et certaines n'ont pas été ouvertes du tout. Je pense à l'impact de la Shoah, les problèmes existentiels, les angoisses existentielles. Je renvoie aux travaux de Stranger, un psychologue israélien qui est décédé il y a quelques années d'origine suisse, Carlos Stranger, qui a très très bien analysé toute cette problématique. C'est d'autres grilles d'analyse aussi pour comprendre un peu la société. Il est sûr que Israël est encore une société en devenir. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une société d'intégration et ça met du temps à se forger une nation. C'est sûr qu'on verra les élections à venir. J'espère en tout cas qu'il sortira un gouvernement stable parce que le pays en a besoin, ne pas aller tous les 6 mois retourner aux urnes. Mais ça, c'est une problématique dont on parlera à un autre moment. En tout cas, merci à vous 4. Merci, bonsoir, à très bientôt.